nyir'ubukozwemo, ataka nyir'ubukozwemo, nyir'ubuteruranwe nake bakinumira. 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 Ambassadeur Ijman Jean-Marie Vianney. Alors, je commence à vous dire que vraiment cette journée elle devait être, elle a été instituée le 2 novembre 2013, mais je crois que, bon, mieux vaut tard que jamais, mais cette journée devrait vraiment exister pour que les gens se rendent compte justement de cette situation des journalistes. Vous avez parfaitement raison parce qu'en fait, là, on parle de crime. On parle de crime. La résolution des Nations Unies, c'était pour protéger les journalistes, c'était pour s'en prendre à la répression et aux crimes commis contre les journalistes à travers le monde. Quand nous parlons de crimes commis contre les journalistes, certains pensent que c'est une façon de parler, que c'est une affaire de blanc, mais il faut savoir que, du moins d'après les statistiques actualisées, annoncées par le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, en 2020 seulement, il y a plus de 75 journalistes tués dans l'exercice de leur métier à travers le monde. Et beaucoup, vraiment. Voilà, il ne faut pas penser que c'est une affaire seulement de journalistes tués, emprisonnés, forcés à l'exil. Au Rwanda, nous parlons d'un phénomène mondial, en tout cas dans tous les pays où la vérité ne plaît pas aux gouvernants. Cela passe souvent par la même voie. Les journalistes sont tués, emprisonnés ou chassés du pays justement pour laisser les gouvernants travailler à l'ombre. Parce que moi, je ne suis pas journaliste, mais quand je catégorise les gens de ce métier, au regard de ce que nous connaissons, en tout cas de cette profession au Rwanda, les journalistes peuvent être subdivisés en 3 catégories. Il y a des journalistes qui sont des diseurs de vérité, c'est-à-dire qu'ils traquent l'événement, ils en perçoivent le bon ou le mauvais côté et ils disent ensuite la vérité. Il y en a d'autres qui connaissent la vérité mais qui ne veulent pas la dire ou qui n'osent pas la dire. Il y en a d'autres qui la transforment, surtout au profit des gouvernants, des dirigeants de certains pays, lorsqu'ils travaillent précisément pour le gouvernement, pour les régimes en place. Au Rwanda, nous retrouvons ces 3 catégories. Il y en a d'autres qui sont soi-disant des journalistes, mais qui ne font ni l'un ni l'autre, parce que tout simplement, ils ne veulent pas se mouiller. Non seulement ils ne disent pas la vérité, mais ils ne veulent même pas la connaître. Ils disent, voilà, il a plu, il y a un accident. C'est pas mauvais de signaler qu'il y a eu un accident de route, mais il y a autre chose qui se passe dans des pays comme le nôtre. Alors, aujourd'hui, la catégorie qui m'intéresse le plus, c'est la catégorie des diseurs de vérité, de ceux qui se sacrifient, de ceux qui osent affronter la vindicte gouvernementale, de ceux qui disent la vérité, qui parlent de la souffrance des populations, qui parlent de la souffrance du peuple et qui veulent faire savoir ce qui se passe pour sauver l'essentiel, pour éventuellement exprimer ce que pense en silence le peuple ou les peuples de nos pays. Et si nous voulons parler des crimes contre les journalistes, de manière générale, on pourrait là aussi classer les journalistes selon les zones. Il y a en Europe, généralement en Europe occidentale, il n'y a pas vraiment de crimes avérés contre les journalistes, mais il y a aussi parfois des censures. Il y a une forme de censure qui essaie
de détourner les journalistes de leur mission pour qu'ils ne parlent que de ce qui plaît au gouvernement, selon, là aussi, le degré de liberté de la presse. Il y a des pays qui sont en Europe ou en Asie qui ne tolèrent pas que la vérité soit dite. Cela existe. Aux États-Unis, c'est la même chose. Il y a des journalistes qui sont persécutés. On ne le dit peut-être pas assez, mais les journalistes, tous les journalistes américains ne sont pas logés à la même enseigne. Il y en a qui sont persécutés, il y en a même qui sont obligés de fuir leur pays, comme ceux qui s'attaquent à la mafia ou à certaines procédures gouvernementales, ou alors qui font des enquêtes mettant en cause les gouvernements en place, les administrations américaines. Parfois, il y en a qui, vraiment, c'est des cas limites, mais ça existe. En Russie, en Biélorussie, dans les pays arabes, c'est commun parce que tous ces 75 journalistes tués, dans l'exercice de leur métier, ce n'est pas des Rwandais, ce n'est pas que des Congolais, ce n'est pas que des Burundais, ce n'est pas que des Africains. En général, il y a aussi des gens, des Asiatiques. Pour revenir au Rwanda, je pense que le Rwanda est certainement un des pays les plus répressifs. Le régime rwandais est l'un des plus répressifs à l'égard des journalistes, comme plusieurs enquêtes l'ont démontré, comme Reporters sans frontières, dans ses rapports annuels, ne cesse de le montrer aussi aujourd'hui. En 2020, je pense que le Rwanda était, sur l'ensemble des pays du monde, il était 156e. C'est la place que le Rwanda occupe en termes de respect des droits de la presse et aussi justement des crimes contre les journalistes. Plus près de nous, même si la définition de journaliste au Rwanda est très, très difficile à faire, moi, je dirais qu'au Rwanda, est journaliste ou réputé journaliste, aux yeux du gouvernement en tout cas, tout celui qui ose diffuser ce qu'il pense. Même pour moi, les activistes des droits de l'homme qui dénoncent la répression ou les violations des droits de l'homme, qui le diffusent dans la presse ou à l'endroit du public pour le gouvernement rwandais, c'est la même catégorie. Ce sont des journalistes, en fait, même s'ils ne répondent pas aux critères généraux de journaliste, de la profession de journaliste. Pourvu que vous ayez un média pour vous exprimer, que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit un site Internet, que vous soyez au Rwanda, que vous soyez à l'étranger, pour eux, c'est une forme de journaliste qui gêne le gouvernement, qui gêne le régime du FPR. Et là, nous atteignons bien sûr des sommets en termes de répression. On va peut-être en parler. Ce qui vient de se passer au Rwanda, il y a une semaine, l'arrestation de plusieurs activistes, qui est basée essentiellement sur un critère, c'est des gens qui parlent. J'entendais la belle chanson de Gilbert Chaka. Gilbert, aujourd'hui, est considéré comme un journaliste en exil ou alors mort. On ne sait pas ce qu'il en est. Pourquoi? Parce qu'il a créé une chaîne YouTube et qu'il a commencé à dire ses vérités. Pour le Rwanda, il est assimilé à tous les autres YouTubeurs qui diffusent des journaux d'actualité ou tout simplement comme Tchouma Hassan, qui va traquer la nouvelle, l'actualité concernant toute catégorie d'actualité rwandaise. Bien sûr, Théo Nsengimana et tous leurs camarades. Donc là, on pourra en parler peut-être avec un peu plus de détails. Mais vous qui êtes journaliste, vous pouvez me compléter et dire qu'est-ce que ça couvre exactement, les crimes contre les journalistes. Qui sont journalistes dans des pays comme le Rwanda? Voilà, c'est la grande question. Oui, c'est une grande question, comme vous le dites. Je vous remercie de l'explication et d'ailleurs de la catégorisation des journalistes. Une catégorisation qui va nous éclairer justement sur qui sont les journalistes et qui sont ceux qui sont persécutés. Ils ne sont pas tous persécutés, comme vous l'avez dit. Il y en a qui se voilent la face
devant la misère de la société, devant les problèmes sociaux. Il y en a d'autres qui osent la dire et la communiquer. Et là, ceux qui communiquent la vérité sont souvent, c'est eux qui ont des ennemis, qui se font des ennemis. Pas seulement l'État. Hein, les gens, quand on dit l'ennemi du journaliste, les gens pensent souvent que c'est seulement l'État. Non. Tous ceux qui ont des côtés sombres qu'ils veulent cacher, et ceux-là, ils font donc il rencontre les journalistes parce que le journaliste, c'est pas quelqu'un qui montre ce que les gens voient. Donc, ça, c'est pas l'information. L'information, c'est pas ce que tout le monde voit. C'est pas ce que tout le monde sait. L'information, c'est c'est ce que le commun des gens ne peuvent pas voir, ne peuvent pas savoir. C'est ça l'information. Alors, malheureusement, cette zone d'ombre, il se cache aussi des gens, des malfaiteurs, hein, il faut appeler les cochons de leur nom, et qui n'osent pas, qui ne veulent pas que cette vérité soit dite. Et là, le journaliste, il rencontre des ennemis. Le passé de notre pays jonche de journalistes qui ont été tués seulement parce qu'ils sont journalistes. On va parler de leur liste. C'est pas seulement le gouvernement actuel qui les a tués. C'est tous les. Bon, c'est pas la même échelle, mais l'histoire nous montre qu'il y en a qui ont été tués sous d'autres gouvernements. Évidemment, le gouvernement actuel, lui, il a, donc le gouvernement du FPR, de Paul Kagame, lui, il a atteint les sommets de la répression des journalistes, tellement qu'ils sont traumatisés. Je parle avec mes collègues du Rwanda. Ils sont vraiment traumatisés. Ils ne veulent pas me parler. Ils ne veulent pas. C'est terrible ce qu'ils ressentent. Comment peut-on exercer son métier dans cette terreur? Je me dis que même s'ils ne sont pas morts physiquement, ils sont morts dans leur métier. Ils sont morts vraiment journalistiquement parlant. Parce qu'ils ne peuvent pas vraiment exercer comme il faut, comme ils l'ont appris, leur métier. Alors, est-ce qu'ils sont encore journalistes? Est-ce qu'ils sont encore vivants? Il faut relativiser. Voilà, vous parliez donc de la répression, mais c'est terrible. Quand je préparais cette émission, je regardais justement la liste depuis que le FPR est arrivé au pouvoir. Hein, vous vous rappelez d'Edouard Mutsinzi, hein, du journal Le Messager, qu'on a tabassé et qui a été, qui est devenu vraiment handicapé pour la vie. Il y a le jeune que je connaissais d'ailleurs, que j'ai enseigné, Apollos Akizimana, du journal Umuravumba, qui a été tué. On lui a tiré dessus devant chez lui en 1997 ou 1997 pour les Belges. La liste est longue, hein, mais vous vous souvenez de Emmanuel Munyemanzi, hein, qui était journaliste à la télévision rwandaise, qui a été tué en avril 1998. Au mois de juin 2010, Jean-Léonard Rugambagé a été tué, vraiment, fusillé. Donc, en juillet 2010, il y a deux journalistes, deux jeunes dames, journalistes, Agnès Moussiwimana, d'ailleurs, qui a été libérée, et Saïdat Moukakiou aussi,
qui avait le journal Umurabyo, donc Agnès de Umurabyo, et Saïda Mukakibibi a son journal actuellement. Les deux femmes ont été emprisonnées, vraiment de façon arbitraire, et elles ont passé, je crois, 5 ans en prison. En 2003, Ismaël Mbonigawa, qui était journaliste dans Museso, il a été emprisonné. D'ailleurs, beaucoup de journalistes de Museso ont directement pris la fuite. Ils sont allés à l'étranger. Je crois dénombrer autour de 8 journalistes qui sont à l'étranger, donc qui se sont réfugiés, qui sont allés demander asile à l'étranger. En 2015, tout récemment, le journaliste Fred Mouvouni, qui dirigeait le RMC, Rwanda Media Commission, commission de médias du Rwanda, donc c'est un collectif des médias. Il a pris les gens à son cou, hein. Il a échappé belle. Il est actuellement ici en Europe. Il y a Théonès Nsengimana, comme vous le disiez, hein, ça ne fait pas 2 semaines, il a été emprisonné, soit disant qu'il s'apprêtait à diffuser des rumeurs. Comment peut-on savoir que quelqu'un s'apprête à diffuser des rumeurs? C'est dommage, mais ça fait vraiment rire parfois quand on entend les raisons pour lesquelles ces journalistes se font parfois tuer, torturer. Donc, il y a 3 journalistes du journal Iwachu TV qui un petit qui fonctionnait sur YouTube. Jean-Damascène Mutuyimana, Jean-Baptiste Nshimiyimana et Shadrach Niyonsenga, qui viennent de passer 3 ans en prison et ils n'ont pas encore été inculpés de quoi que ce soit. Voilà, ils sont en prison, on les a on les a coffrés et puis c'est tout. Hein? Donc, c'est dommage, les journalistes qui osent, comme vous l'avez dit, dire la vérité. Vous connaissez Kioum Hassan Dieudonné qui ne cesse de l'échapper. Parfois, il est en plein reportage, il y a des militaires qui viennent l'arrêter, et dernièrement, Ruyumbu, ce sont les habitants du village qui l'ont fait fuir parce que les militaires le cherchaient pas pour lui offrir des fleurs, ça c'est sûr. Voilà. Ambassadeur de Jean-Marie Vianney, la liste peut être longue de ceux qui ont été tués, de ceux qui sont malmenés, de ceux qui sont emprisonnés de façon arbitraire. C'est vraiment dommage qu'un tel gouvernement traite comme ça le métier de journalisme. Et justement, parce que le journalisme, c'est un métier qui doit faire connaître la vérité au monde. Alors, je me dis que dans votre métier, votre carrière de diplomate, les journalistes, un pays qui traite les journalistes de cette manière, comment peut-il être vu par rapport à ses partenaires africains, internationaux? Parce qu'au Rwanda, je n'ai jamais entendu un journaliste qui a été tué, agressé, qui a disparu dans la disparition forcée, où il y a eu des coupables.
j'en ai cité et je continuerai. Mais pourquoi cette impunité? Pourquoi personne, de toute façon, ce ne sont pas les journalistes qui sont coupables, ils n'ont commis aucun délit, mais ils sont agressés parce qu'ils sont journalistes à cause de la vérité. Et personne n'a été arrêté, personne n'a été puni parce qu'ils ont agressé. C'est une situation quand même qu'on peut déplorer, mais pourquoi, comment peut-on voir un tel pays qui agresse les journalistes de cette manière devant justement les partenaires internationaux? Il ne s'agit pas d'un cas particulier au Rwanda, en fait, parce que les mêmes statistiques citées par les Nations Unies chaque année, c'est toutes les années la même chanson de ce que De Gaulle appelait le grand machin. Moi, je ne dis pas que les Nations Unies soient un grand machin, mais ça y ressemble. Parce que, sincèrement, c'est bien de prendre une résolution pour blâmer les gouvernements, mais pour finir, on ne voit pas trop le rôle des Nations Unies ou de la communauté internationale dans la lutte contre l'impunité, justement, l'impunité sur les crimes commis contre les journalistes. Il semblerait, selon ces statistiques, que 9 sur 10 des crimes commis contre les journalistes restent impunis. Je dis 9 sur 10. Donc, autant dire 10 sur 10. 1 sur 10, c'est des cas très, très rares. Au Rwanda, en tout cas, on n'a jamais entendu, comme vous venez de le dire, une personne, une autorité, un policier ou un militaire ou un agent des renseignements du régime être poursuivi parce qu'il aurait contrevenu au règlement ou qu'il aurait tout simplement réprimé un journaliste au-delà de ce qui est permis. Non. Vous savez, celui qui a le mieux parlé des crimes contre les journalistes au Rwanda, c'est Anjan Sundaran, je crois, ce journaliste d'origine indienne qui a travaillé au Rwanda entre 2009 et 2013 et qui a écrit un livre intitulé Bad News, en anglais, l'original, et puis traduit en français quelques temps après. Il a vraiment approfondi le sujet parce qu'au départ, en arrivant au Rwanda, il croyait que le Rwanda était un pays modèle puisque c'est ce qu'il lisait dans la presse internationale. Il le dit lui-même. Donc, s'il le dit, c'est qu'il a été, avant d'arriver au Rwanda, conditionné. Effectivement, la presse internationale ne parle pas de la répression contre les journalistes, ou très, très peu. Ensuite, en arrivant au Rwanda, il a été au contact de ses pairs, de ses confrères journalistes. C'est eux qui lui ont ouvert les yeux, qui lui ont dit, mais nous, on est là, mais on n'a pas le droit de parler de notre pays. On n'a pas le droit de dénoncer les excès du régime, par exemple, ou tout simplement de critiquer à un point donné. Alors, on ne va pas revenir sur tout le livre de Anjan Sundaran, mais il a aussi cité des chiffres. Il dit dans son livre, après ses recherches, que tous les 3 mois au Rwanda, depuis 1996, que tous les 3 mois, il arrive quelque chose à un journaliste. Soit il est tué, ou alors emprisonné, ou forcé à l'exil, ou torturé, et tout un tas de crimes auxquels les journalistes rwandais sont habitués. Alors, les journalistes rwandais en sont arrivés à vivre dans la peur, à esquiver, à regarder à côté lorsqu'ils voient une information qui devrait être dénoncée ou une violation des droits de l'homme dans le pays, eh bien, ils préfèrent regarder à côté pour ne pas être obligés de signaler. À la fin, c'est tout l'ensemble de l'état de droit qui est mis en cause. C'est l'avenir même de la démocratie dans notre pays. Lorsque les journalistes n'osent plus parler, ils influencent quelque part le reste de la population. Les journalistes au Rwanda étant considérés comme une élite qui ose parler, qui connaît les choses, qui sait
qui connaît les limites en tout cas de la répression et qui ont les moyens, qui sont formés pour, eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'un citoyen rwandais aille dénoncer s'il sent que le journaliste lui-même, qui est là pour ça, n'ose pas le faire? Donc, c'est le recul systématique de l'état de droit, de la démocratie et du droit d'expression, tout simplement. Donc, tous les 3 mois, il y a quelque chose qui arrive. Maintenant, le rythme est encore plus accéléré. Lorsqu'on voit depuis le début de l'année ce que l'État rwandais a fait, le régime du FPR fait, pour faire taire, pour museler les journalistes. L'objectif, en fait, étant de les empêcher de dénoncer les excès de ce régime. Il y a donc un système de censure. Récemment, on a entendu des personnalités, surtout des journalistes, effectivement, qui avaient été arrêtés pour 24 heures, pour un peu plus, et en sortant, ou tout simplement qui sont allés au bureau d'investigation de la police rwandaise. Et à la sortie des interrogatoires, ils disent tous, ou presque, qu'on leur a demandé de ne plus jamais parler du génocide. Dans leur reportage, c'est quand même extraordinaire. Tout le monde parle du génocide tous les jours. Le président Kagame, dans ses discours, un discours de 15 minutes, tu parles du génocide au moins une vingtaine de fois. Justement, c'est ça, ils essaient de juguler le journalisme par tous les moyens, comme vous dites. Par tous les moyens. Et même les moyens les plus impensables, comme convoquer le journaliste et lui dire différents sujets qu'il ne doit jamais aborder. Et donc, cela aboutit à une censure généralisée. Si on dit à Agnès de ne plus jamais parler de ceci, son confrère à côté, qui apprend cela, ben, il va éviter ce sujet aussi. Et donc, la censure devient une forme d'autocensure. Les journalistes en sont arrivés à se censurer et éventuellement à fermer leurs médias. On connaît, même si les propriétaires de ces médias donnent d'autres arguments, mais cela s'est passé après des interrogatoires horribles. On va donner l'exemple du comment il s'appelle, Real comment, Gatanazi. Ah oui, Ria Talk. Ria Talk. Ria Talk, bon, il est passé à autre chose, il a un travail, mais tout le monde sait qu'il avait été interrogé au RIB. Il a même été convoqué, semble-t-il, par d'autres services du gouvernement rwandais pour lui dire, écoute, Gatanazi, arrête de faire ceci, tu n'es pas de la même catégorie que cela, arrête tout ça. Ils ont vraiment intimidé un journaliste modèle comme Gatanazi qui fait bien son travail, qui n'hésite pas à dire ce qu'il constate, la vérité. Eh bien, à la fin, il a arrêté. Je pense qu'il a dû fermer boutique. Ou alors, même s'il n'a pas fermé, il y va mollo. Tchoum a la même chose. Tchoum Hassan. Horrible, on lui a demandé de ne plus aborder tel sujet. Vous comprenez que en fait, le phénomène est parti des journalistes qui faisaient le métier de façon officielle. Tout à fait. Ils travaillaient pour les journaux connus. Mais à cause du harcèlement, ces journalistes ont cessé de travailler pour ces journaux officiels. Ils se sont réfugiés dans le online, ça veut dire des journaux en ligne. Oui, en ligne, des YouTube et consorts. Mais justement, parce que ces YouTube échappaient à la censure ou à la mainmise de l'État, l'État a voulu aussi les faire taire, pas officiellement, mais de façon donc dans l'ombre. On le convoque, voilà, ta chaîne YouTube, tu dois l'arrêter. Ta chaîne YouTube, tu dois y mettre tel ou tel autre article, mais pas de tel domaine, pas de tel domaine. Et si le journaliste s'obstine à continuer dans la recherche de la vérité,
carrément, on le coffre, qu'il soit de YouTube. Hein, normalement, dans beaucoup d'États, on ne contrôle pas les gens qui font leurs articles, voilà, sur le net. Mais au Rwanda, les journalistes qui font leur travail sur le net, ils sont, même si la réglementation ou la loi n'autorise pas à poursuivre ces journalistes, mais au Rwanda, ils sont emprisonnés, ils sont tués, ils sont... voilà. Donc, voilà comment ça a dégénéré jusqu'à faire taire vraiment même un citoyen lambda qui met quelque chose sur sa chaîne YouTube, sur son site Internet. Voilà, personne n'ose plus parler à cause de cela. Alors, je vais, parce qu'on va clôturer notre émission, il y a une autre émission qui va bientôt commencer. La radio d'Exima Jean-Marie Vianney, je voudrais qu'on termine sur justement la connectivité de ces actes, de ces crimes contre les journalistes et l'impunité. Cette impunité, évidemment, qui devait essayer justement de dissuader ceux qui osent parler. Mais normalement, cette impunité qui est décrétée et décriée par les Nations Unies, qui est décrétée et décriée par les pays dits vraiment de grande démocratie, est-ce qu'il n'y a pas moyen de renforcer ou en tout cas d'essayer une petite pression sur un tel gouvernement qui enfreint des principes fondamentaux de démocratie, comme celui du journalisme et de droit d'expression. Votre carrière de diplomate, quand même, vous donne une vue assez large pour pouvoir juger de ce qui se passe au Rwanda et la façon dont les partenaires occidentaux, les organismes internationaux laissent tomber eux aussi les journalistes rwandais et font comme s'ils ne voyaient rien. Merci beaucoup d'introduire cet aspect de ces crimes contre les journalistes. Eh bien, je pense qu'il y a un élément important que nous ne soulignons pas assez, hein, c'est l'alibi génocide. Au Rwanda, réellement, le grand bouclier qui protège ce gouvernement, un gouvernement criminel et un gouvernement vraiment répressif, l'un des plus répressifs au monde, c'est le fait qu'il y ait eu au Rwanda un génocide contre les Tutsis. Et malheureusement, les pays étrangers mordent à cet hameçon, à ce piège. Quand on voit parfois le copinage entre celui qui apparaît être, certains disent qu'il serait mort, hein, moi je ne le crois pas, hein. Paul Kagame est bien vivant, il est là, il va là où il faut, à des endroits qu'il choisit lui-même, pas aux endroits où nous souhaitons qu'il aille. Mais il est là, il est au G20, il est à telle autre conférence, même s'il n'est pas reçu par tous les grands de ce monde, mais il y va. Quand on voit le copinage entre lui et certains chefs d'État occidentaux, qui snobent par ailleurs des chefs d'État africains très avancés en termes de démocratie, en termes de respect des droits des journalistes et de la population en général, cela fait peur. Cela fait vraiment peur. Et on peut citer ces chefs d'État, ou chefs d'État, premiers ministres, chefs de gouvernement, quoi. Mais il y a beaucoup d'actions, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ces gouvernements comprennent que Kagame n'est pas un chef d'État normal, malheureusement. Même en France. Ici, en France, on a l'impression que le président Macron a décidé de considérer Kagame comme un modèle. C'est l'impression que cela donne.
C'est vraiment l'impression que nous avons, un chef d'État qui massacre les gens à l'intérieur du pays, qui enferme les journalistes, qui enferme des jeunes activistes des droits de l'homme ou des politiciens connus, qui vient en France, qui va à Rome, qui va ailleurs et qui est reçu comme un prince, alors que des chefs d'État, le président ghanéen et d'autres présidents de pays de jeunes démocraties africaines sont snobés par les mêmes chefs d'État européens, c'est plus que révoltant. Et il y a des vidéos qui passent où on voit tel chef d'État européen refuser de serrer la main à un chef d'État africain, le chef d'État ghanéen en l'occurrence, mais qui salue Kagame avec les deux mains en lui tapotant sur non, 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 il faut que les chefs d'État européens, que le chef de gouvernement et les autres responsables européens se rendent compte que Kagame n'est pas un chef d'État normal, c'est un criminel. Nous, notre travail, en fait, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous, de la société civile, nous, de l'opposition politique, nous, les activistes des droits de l'homme au Rwanda, parce que nous parlons de notre pays, ce qu'il y a à faire, c'est de donner, en fait, c'est de faire l'écho. C'est-à-dire que là, par exemple, Théo est en prison. Nous devons parler de Théoneste, c'est Yimana tous les jours. Parler de Tchouma qui est menacé d'être arrêté tous les jours. Parler de ces jeunes activistes des droits de l'homme et de ces jeunes membres du parti d'Alpha qui ont été arrêtés parce qu'on pense qu'ils ont eu l'idée de diffuser des rumeurs. Vous imaginez, vous l'avez dit au début de cet entretien, ils sont en prison parce qu'on pense qu'ils allaient organiser une réunion aux fins de diffusion de rumeurs sur le régime. Il faut vraiment être un devin, il faut être un grand marabout qu'on n'a pas encore vu en Afrique pour deviner que quelqu'un a l'intention de diffuser des rumeurs. Des rumeurs sur quoi? Des rumeurs composées de quoi? Puisqu'elles n'ont pas encore eu lieu. Ça s'appelle un crime putatif. On va dans la tête de quelqu'un pour y trouver un crime qu'il risque de... Mais vous imaginez, cela n'est pas possible. Il faut vraiment que ce soit dans un pays comme le Rwanda où cela peut ça ne peut pas se passer dans un autre pays que le Rwanda. Mettre en prison ou tuer ou obliger quelqu'un à fuir son pays parce qu'on le soupçonne de vouloir diffuser des rumeurs, et même s'il diffusait des rumeurs, au lieu de le mettre en prison, on le corrige, on lui dit non, c'est une rumeur, la vérité se trouve plutôt de ce côté-là. Mais ce n'est pas ça le cas. La diplomatie, Aloïse, vous serez étonné, la diplomatie ne protège pas nécessairement les faibles ou les opprimés. Il y a très peu de diplomates dans le monde qui se soucient de ce genre de répression. Il y a très peu, qu'on ne mente pas. À l'ONU, lorsque les diplomates internationaux sont ensemble, ils ne vont pas penser à Théoneste. Il faut qu'il y ait des groupes. Ça serait vraiment inquiétant parce que la diplomatie, quand même, est basée sur certaines valeurs, notamment de démocratie, notamment de respect des droits élémentaires d'expression. Alors, si la diplomatie ne s'y attarde pas, je pense qu'il y a dérive quelque part. Je ne sais pas. Regardez le dernier exemple en date. Il y a eu une conférence à Kigali entre l'Union africaine et l'Union européenne. Madame Wilmes, la première ministre adjointe, ministre des Affaires étrangères de la Belgique, eh bien, elle était là. La presse rwandaise lance des articles en disant qu'elle est arrivée presque en cachette, à Rububa, c'est-à-dire qu'elle marche comment on dit en Kinyarwanda? Oui, elle est venue le dos courbé. Voilà, le dos courbé, parce qu'elle avait osé parler du cas de Rusesabagina. Je suppose que l'ambassade belge a lu ces articles. Ceci dit, Madame Wilmes, ce n'est pas une qui va tempêter ou frapper du poing sur la table. Elle ne va pas dénoncer cela. Mais au retour,
tout ce qu'elle a eu à dire, c'est qu'il y a des pourparlers, qu'il y aura toujours un dialogue entre le Rwanda et la Belgique. C'est ça la diplomatie. On passe à côté de l'essentiel. En quelques jours de rencontres, en quelques, j'allais dire, coupes de champagne, après quelques coupes de champagne et tapotement dans le dos, Paul Rusesabagina est vite oublié, hein, croyez-moi. Hein. Si on ne parle plus de Paul Rusesabagina, ce n'est pas de Théoneste Sengimana qu'on va parler. La diplomatie, dans ce domaine-là, moi, je n'y crois pas. Parce qu'il y a une complaisance avec le gouvernement rwandais. Surtout pas de la part des Occidentaux, en tout cas. Ils sont vraiment pro-Kagame ou alors ils ont peur, une fois encore, à cause du génocide de 1994, parce qu'on leur reproche de n'avoir rien fait. Et donc, le travail nous revient à nous, Rwandais. Ça durera longtemps. Ça durera le temps que ça doit durer. Mais nous devons le dire, nous devons dénoncer ce qui se passe au Rwanda, nous devons dénoncer les crimes contre les journalistes. Surtout quand c'est des crimes gratuits, c'est des crimes qui ne sont basés sur rien du tout, qui sont basés sur des soupçons, mais là aussi, ça montre quoi? Ça montre que le gouvernement rwandais est quelque part timoré, il a peur que la vérité ne soit connue, il a peur que ces jeunes youtubeurs ne poursuivent et finalement ne contaminent la population. Parce que c'est cela. Lorsque le gouvernement opprime les journalistes, c'est pour faire peur à la population, au peuple rwandais. Et si les journalistes ou les activistes des droits de l'homme continuent à dire la vérité, continuent malgré tout, malgré la répression, malgré l'oppression, continuent à relever la tête, c'est la population qui va relever la tête. Et relever la tête pour le régime du FPR, ça veut dire peut-être une invente ou une révolution. Et ça, pour rien au monde, Kagame et les siens accepteront de laisser passer. Vous voulez dire, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, que c'est pour prévenir une révolution quelconque, puisque souvent les révolutions viennent des informations qui ont été diffusées justement par les journalistes. Donc c'est pour prévenir une révolution possible, éventuelle, qu'il y a répression des journalistes. Il y a ça aussi, mais il y a aussi la volonté de nous habituer à l'oppression et à la répression. Il y a quelques jours, Joseph Matata a parlé d'une information capitale. Il a dit que des informations venant de Kigali, des informations, parce que ce n'est pas des rumeurs hein, cette fois-ci, disent ou signifient qu'il y aurait un génocide possible dans les années à venir. Effectivement, quand on voit le déroulement des choses, quand on voit le nombre impressionnant de crimes commis contre la population, les youtubeurs, quand on voit le nombre de corps, je parle de corps armés ou de milices plutôt, utilisons ce terme, le nombre de milices que le gouvernement continue à créer. Il y a maintenant une milice chargée de détruire les maisons des gens chaque fois que le gouvernement le demande. Ce n'est pas n'importe qui, c'est des gens qui sont formés, c'est des gens qui sont entraînés à détruire sans état d'âme, à casser les maisons, qu'il y ait quelqu'un dans la maison ou pas, ils sont là pour ça. C'est des robots. Il y a les Dassault, il y a d'autres milices. Il faudrait peut-être faire un travail de recensement, d'inventorier. Enfin, il faudrait inventorier ces milices qui sont créées, qui se comportent presque de la même façon, qui s'en foutent à la limite, excusez-moi de ce terme, de ce que peut penser l'opinion. Tant qu'elles sont protégées par une impunité générale, les Dassault vont continuer à tuer les gens dans la rue. Les policiers vont continuer à tirer sur les femmes qui, soi-disant, se prostituent. On peut les arrêter, mais tirer dessus à bout portant, et il n'y a jamais de conséquences. Ce qu'ils appellent les voleurs. Ces jeunes-là qui se promènent le soir, ils disent que c'est des voleurs. Ils les tuent.
Ils tirent dessus à bout portant. C'est presque tous les jours des cas pareils qui sont inventoriés, qui sont recensés. On veut nous habituer à tuer, à voir les nôtres mourir. Et c'est comme ça que les génocides commencent, en fait. Et ce ne sont pas les journalistes qui vont dénoncer ou... Puisqu'ils sont en prison ou ils sont tués eux-mêmes. On leur dit d'ailleurs, on leur a demandé de ne plus parler de tel sujet, de tel sujet. Qu'est-ce que vous voulez que... Nous, on apprendra que les gens meurent, mais on ne connaîtra pas l'ampleur de ces massacres, parce que les journalistes ne font plus leur travail, parce que les journalistes sont empêchés de travailler. C'est ça le contexte d'un génocide, en fait. Et au-delà du contexte, alors, si vous le permettez, j'aimerais qu'on organise une émission. J'ai fait, moi, une réflexion, une petite recherche sur les éléments amplificateurs du contexte de génocide. C'est-à-dire les éléments qui permettent de dire qu'un génocide est possible au Rwanda. Quand on a vu ce qui s'est passé dans les 30 dernières années, quand on a vu l'évolution de la Première et de la Deuxième République, quand on a vu l'évolution des institutions qui, quelque part un jour, en 1994, ont fait que que le génocide s'est passé d'une manière tellement simple que c'était facile, le génocide de 1994. Quand on a vu comment le FPR a opéré en silence, chaque jour des morts, on s'est dit, mais est-ce que les conditions ne sont pas remplies aujourd'hui? Est-ce que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui, en y ajoutant le contexte actuel où le gouvernement fait tout pour empêcher les gens de voir. Oui, on peut effectivement organiser une émission avec des gens informés sur la matière. Tout à fait. Qui analyserait justement le contexte actuel du Rwanda par rapport à celui qui prévalait en 1994 et avant. D'un éventuel génocide ou en tout cas tuerie de masse. Oui, on le fera vraiment. Ambassadeur de Gijima Jean-Marie Vianney, puisque nous allons clôturer notre émission, je voudrais quand même que vous puissiez nous trouver quelques mots rassurants parce que côté diplomatie, côté pouvoir à Kigali, répression, c'est pas vraiment rassurant pour nous les journalistes. Est-ce qu'il y a moyen d'arrêter ces choses pour clôturer cette émission? Quelques paroles quand même rassurantes, non? Je voudrais bien être rassurant, je voudrais bien être optimiste. Mais sincèrement, dans les conditions actuelles, je ne vois pas de solution que de faire tomber ce gouvernement. Comment? C'est autre chose. En tout cas, c'est la seule solution. Tant que le régime de Paul Kagame sera en place, les choses iront de mal en pis. Parce que faire taire, museler les journalistes rwandais au pays, ça veut dire aussi museler les journalistes étrangers qui souhaitent bien travailler sur le Rwanda. La BBC ne fonctionne plus au Rwanda, tout le monde le sait. Et puis quoi? Vous savez, la BBC, pour peu que je sache ce qui se passe à Londres, il y a comme une sorte de... Il y a une censure interne, en fait, y compris au sein de la BBC. Il y a une censure interne où certains journalistes qui connaissent la situation au Rwanda sont interdits de parler du Rwanda pour ne pas fâcher davantage le régime de Paul Kagame. Ça, c'est un exemple. La Voix de l'Amérique, c'est 50-50. Donc, si la presse rwandaise est muselée définitivement, si la presse, le journalisme indépendant au Rwanda n'existe plus, et si les journalistes étrangers ne peuvent plus parler du Rwanda parce qu'ils ont peur aussi de fâcher leur patron ou tout simplement parce qu'ils sont de connivence, en connivence avec le régime de Kigali. En France, c'est bien le cas. La plupart des journaux aujourd'hui, je peux les citer, il y a La Croix, il y a Le Monde un peu moins, il y a Libération, il y a d'autres. On sent qu'ils sont vraiment de connivence avec le Rwanda. Je ne parle pas de Jeune Afrique. Le seul aujourd'hui qui ose de temps en temps parler du Rwanda, c'est l'Humanité, alors que dans les années passées, l'Humanité était proche du FPR, y compris pendant la période de la guerre. Le FPR participait chaque année
à la fête de l'UMA, et le journal L'Humanité ne parlait pas trop du Rwanda. Aujourd'hui, L'Humanité parle du Rwanda parce qu'il y a des journalistes courageux ou courageuses qui ont compris. Autrement, la presse française, elle est silencieuse pour tout ce qui regarde le Rwanda, ou alors elle prend le côté du régime FPR. En Belgique, je ne vois pas trop de différence entre la presse française et celle belge. La Deutsche Welle, parfois, elle prend des positions courageuses, elle parle de leurs confrères rwandais, et puis ça s'arrête là. Les Américains commencent, parce qu'il y a là des groupes, grâce d'ailleurs, j'allais dire, grâce à l'affaire Rusesabagina, qui a eu beaucoup d'écho aux États-Unis. Mais au Canada, c'est le silence. C'est une chape de plomb complète sur tout ce qui se passe au Rwanda. Donc, je suis optimiste parce que je crois que tout est possible. Mais pour l'instant, je suis assez pessimiste. C'est pourquoi je conclus que seuls les Rwandais pourront changer les choses. Voilà. Il ne faut pas trop attendre. Il ne faut pas attendre des diplomates étrangers ou autres. Ça ne viendra pas d'eux, c'est les Rwandais eux-mêmes qui... On fera pression, on ira les voir, on va continuer à leur expliquer, mais ils sont occupés à autre chose. Voilà, malheureusement, c'est ça le cas. Voilà, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. C'est un constat un peu amer, mais qui est réaliste. Merci de nous avoir fait participer, bénéficier en tout cas de votre expérience du monde de la politique, du monde de la démocratie et du monde de la diplomatie. C'est toujours un honneur de vous accueillir chaque fois, tous les mardis, dans les studios de Radio Ormoï. Et aujourd'hui encore, vous avez été égal à vous-même. Et franchement, nous vous en remercions. Toute l'équipe de Radio Ormoï vous remercie. Et vous souhaite vous rencontrer encore une fois mardi prochain. Je vous souhaite une excellente soirée chez vous à Orléans et à la prochaine. Écoutez, à la prochaine. Et mon pessimisme n'a d'égal que l'optimisme que j'affiche à l'égard de cette volonté farouche de la jeunesse rwandaise, du pays et de l'étranger, des mouvements associatifs, des partis politiques de l'opposition. De ce côté-là, je suis optimiste parce que je vois la volonté d'avancer et je compte sur tous ces gens pour vraiment, vraiment faire de la résistance, pour mettre fin à ce régime criminel et répressif. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira